Le deuxième orateur sera le docteur Armel Djomou, donc cardiologue à l'hôpital Lakintini de Douala, et qui est enseignant également et qui est secrétaire général adjoint de la Société camerounaise de cardiologie. Et il va nous expliquer que les bêta-bloquants ne sont pas tous les mêmes. Et il a 15 minutes pour faire sa présentation. Merci, Monsieur le Président. Et je suis très honoré de prendre part aussi à ce symposium. Et je veux remercier les organisateurs du congrès ainsi que le laboratoire MEC pour cette invitation. Et je suis particulièrement honoré d'être aussi à vos côtés et de parler des bêta-bloquants ne sont pas tous les mêmes. Donc c'est une question assez difficile et je vous souhaite encore la bienvenue à ce 13e congrès de la Société camerounaise de cardiologie. Il se fait tard, donc rassurez-vous, je serai bref, on ira à l'essentiel pour sortir avec quelque chose. Donc le plan que je vous propose est le suivant. On fera une petite introduction d'apprentissage bêta-bloquants et leur place dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. La thèse que nous allons évoquer, parce que c'est une question qui est posée un peu comme une question philosophique, c'est de dire les bêta-bloquants seraient égaux et efficaces dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Ensuite, on fera une antithèse pour dire les bêta-bloquants seraient moins efficaces et ont des différences fondamentales entre elles. Et en concurrent, on se dira, si on fait une synthèse, est-ce qu'on peut parler d'une supériorité de certains bêta-bloquants par rapport aux autres? Alors, je ne reviens pas sur les objectifs tensionnels de la prise en charge de l'hypertension artérielle que nous connaissons. Nous savons que les objectifs tensionnels, c'est d'avoir une pression artérielle qui soit inférieure à 140 sur 90, avec les objectifs de pression systolique inférieurs à 120, à 130, mais ne pas atteindre 120. Mais nous savons que réussir à contrôler est facile, que ce soit chez le patient hypertendu non compliqué, que chez le patient diabétique, chez le patient avec une insuffisance cardiaque ou encore victime d'un accident vasculaire cérébral, et que parfois même on est obligé d'avoir plusieurs attitudes thérapeutiques en fonction des profils de patients, que ce soit le patient qui a une insuffisance cardiaque, comme Liliane l'a dit, qui a été victime d'un infarctus du myocarde, chez le patient âgé, chez le patient qui a une bronchopneumopathie chronique, ainsi de suite. Donc en fait, en fonction des profils de patients, nous sommes confrontés parfois à des difficultés de prise en charge. Parler des bêta-bloquants, c'est parler d'un médicament qui date quand même de longtemps, parce que les premières études qui ont été faites avec les bêta-bloquants datent de 1965, où les bêta-bloquants avaient trouvé déjà leur place dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et nous pouvons voir donc en voyant l'évolution en 1984, où on disait que les bêta-bloquants, c'est le traitement anti-hypertenseur de choix et de première intention avec les diurétiques thiazidiques. Les anciens cardiologues ici se souviennent qu'à l'époque, il fallait absolument chez tout patient donner un bêta-bloquant associé à un diurétique. En 1993, la GNC5 dit que les bêta-bloquants, c'est le traitement anti-hypertenseur initial préféré. C'est une déclaration forte. Alors, viennent les années maintenant difficiles, où on s'est dit vers 2003, 97 d'abord, où on dit que les bêta-bloquants ne sont plus les agents préférés, il reste quand même des options thérapeutiques. En 2003, on s'est dit non, indication dans l'insuffisance cardiaque, la maladie coronaire et le diabète, on commence à circonscrire l'espace pour la prise en charge des bêta-bloquants. Puis, finalement, en 2013, le RSH nous dit, écoutez, les bêta-bloquants ne sont pas indiqués en première intention dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Alors c'est sorti comme un coup de massue. Les travaux ont continué. En 2018, on nous dit que les bêta-bloquants ont une indication en première intention, en situation particulière, et doivent être considérés. Donc finalement, on se rend compte que l'histoire des bêta-bloquants en cardiologie a beaucoup évolué avec le temps, et on arrive à se demander, faut-il finalement faire ou ne pas faire avec? On se rend compte que finalement, quand il faut remettre la balle au centre, on s'est dit, remettons les choses au point et posons-nous les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est de se dire aussi que pour un entraîneur qui veut gagner une Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, il faut savoir composer avec tous les joueurs de l'équipe, parce qu'il faut savoir construire un schéma de jeu qui soit assez solide pour réussir, n'est-ce pas, à la victoire finale. Pour dire quoi? Pour dire que finalement, dans l'arsenal thérapeutique, on a besoin de tous les différents médicaments anti-hypertenseurs pour réussir une prise en charge efficace. Les bêta-bloquants seraient égaux dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est ce que nous posons comme thèse. Pourquoi est-ce qu'on peut l'évoquer? Je ne reviens pas sur le rôle de la fréquence cardiaque, Liliane nous l'a expliqué, mais ce qu'on reconnaît quand même aujourd'hui, c'est que quand on voit les études qui ont été faites versus placebo, quand on compare les différents bêta-bloquants versus placebo, on se rend compte que
tous ces bêta-bloquants ont montré leur efficacité pour la réduction, n'est-ce pas, des chiffres tensionnels, que ce soit le métroprodol, le bisoprolol ou le carvedilol dans cette étude. Et que disent les recommandations pour la prise en charge de l'hypertension artérielle? Ils nous disent que, Liliane l'a aussi rappelé tout à l'heure, il faut toujours commencer par une combinaison thérapeutique, mais recommandation classe 1, niveau de preuve A, les bêta-bloquants apparaissent aussi en première intention pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc, ils peuvent être prescrits et même aussi dans les combinaisons thérapeutiques, on peut aussi les associer. Deuxième enseignement que nous pouvons tirer des recommandations, c'est que quand on regarde en fait dans la stratégie de prise en charge de l'hypertension artérielle, Liliane aussi l'a dit, il faut s'intéresser dorénavant à la fréquence cardiaque, recommandation classe 1, niveau de preuve 1. Et quand on prend même le cas spécifique de la maladie coronarienne, avoir une fréquence cardiaque supérieure à 80, n'est-ce pas, est un facteur de risque. Et on se rend compte qu'ici, même dans les recommandations, dans les facteurs qui influencent la maladie cardiovasculaire ou enfin les complications de l'hypertension artérielle, avoir une fréquence cardiaque supérieure à 80 est un indicateur péjoratif. Donc, les recommandations sont formées là-dessus. Et quand on en vient à la maladie coronarienne, on se rend compte que parmi les recommandations fortes, il faut aussi contrôler la fréquence cardiaque et au besoin avec les bêta-bloquants. Et nous savons que pendant longtemps, nous avons eu à utiliser certains bêta-bloquants qui ont été efficaces dans la prise en charge de la maladie coronarienne, qui ont été efficaces dans la prise en charge pour la réduction de la fréquence cardiaque, raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, que ce soit chez l'hypertendu qui est coronarien, on recommande les bêta-bloquants dans l'arsenal thérapeutique de première intention, que ce soit le patient qui souffre d'une maladie rénale chronique, on se rend compte que les bêta-bloquants sont même recommandés dans la stratégie de la polythérapie initiale. Et quand on prend le patient, n'est-ce pas, qui a une insuffisance cardiaque, Liliane l'a déjà dit, je ne reviens plus là-dessus. Donc, on serait tenté de dire, malgré tout, les bêta-bloquants auraient, n'est-ce pas, une relation forte ou encore une efficacité similaire dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Mais on vient maintenant à l'antithèse. Dans l'antithèse, nous disons, ils sont recommandés, mais ils seraient moins efficaces et ont des différences fondamentales qui peuvent être en rapport avec quoi? Avec l'organoprotection ou aussi avec les effets secondaires. Je vais citer rapidement deux études, l'étude de Life, que vous connaissez, qui compare un peu l'utilisation du losartan et d'un bêta-bloquant qui était notamment l'athénolol comme stratégie thérapeutique pour la prise en charge de l'hypertension artérielle en cascade. Qu'est-ce qu'on a compris de cette étude? C'est qu'on voit de cette étude, c'est que finalement, quand on compare la baisse de la pression artérielle, il n'y a pas de différence fondamentale entre l'utilisation du bêta-bloquant ou encore du losartan. Mais quand on regarde maintenant en profondeur pour voir un peu la mortalité cardiovasculaire ou encore la suivi des accidents vasculaires cérébraux ou encore la mortalité cardiovasculaire, on se rend compte que les patients qui étaient sur bêta-bloquants, n'est-ce pas, étaient plus exposés à faire des événements cardiovasculaires par rapport aux patients qui étaient sous losartan. Donc on peut dire, quand on regarde dans l'organoprotection, avec l'étude de Life, l'organoprotection était en défaveur, n'est-ce pas, de l'utilisation des bêta-bloquants. Même chose avec l'étude Ascot, qui comparait cette fois-ci une stratégie à base d'athénolol et d'irutitchazide comparée à l'amlodipine périndoprine. On a aussi des résultats un peu dramatiques, montrant qu'il y a une augmentation de la mortalité toute cause, une augmentation de la mortalité cardiovasculaire, l'augmentation des nouveaux cas de diabète, ainsi que des accidents vasculaires cérébraux fatals chez les patients qui étaient mis sous l'association bêta-bloquant diurétique par rapport à amlodipine périndoprine. Mais je tiens quand même à relever que ces études révélant, n'est-ce pas, une infériorité ou une augmentation de la mortalité et d'événements cardiovasculaires avec une fréquence élevée d'effets secondaires portaient principalement sur un ancien bêta-bloquant de première génération qu'on appelle l'athénolol, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas penser qu'on aurait les mêmes effets avec un bêta-bloquant différent comme le cas du bisoprolol. Pourquoi? Parce que les bêta-bloquants, c'est une classe thérapeutique qui est totalement hétérogène, n'est-ce pas? Il faut tenir compte pour cela, n'est-ce pas, des propriétés de l'activité sympathique intrinsèque, de leur bêta-sélectivité, de l'efficacité même du bêta-bloquant, des effets secondaires, de l'action sur le profil lipidique et j'en passe. Donc en fait, tout cela conditionne, n'est-ce pas, les répercussions que nous pouvons avoir. Et pour exemple, si nous prenons le cas de l'athénolol, par exemple, on se rend compte que l'athénolol est responsable, n'est-ce pas, de nombreux effets secondaires, notamment le bronchospasme, notamment l'hyperglycémie, notamment la dyslipidémie et la suivi des nouveaux cas de diabète. Donc, en fait, il y a beaucoup d'effets secondaires qu'on peut rattacher à l'athénolol. Donc, en fait, ce n'est pas un bêta-bloquant, c'est un bêta-bloquant, autant pour moi, qui peut favoriser, n'est-ce pas, l'installation d'un diabète et qui peut aussi favoriser, n'est-ce pas, un désordre métabolique chez les patients.
Alors, dans l'antithèse, on comprend donc qu'il y a une différence qui existe, et pour ne prendre que cela. Pour finir, nous parlons de la synthèse. La synthèse, c'est se poser la question de savoir, est-ce qu'on pourrait donc évoquer la supériorité, n'est-ce pas, du bisoprolol, puisqu'il s'agit de lui, dans le traitement de l'hypertension artérielle avec hyperactivité sympathique ou pas? Juste quelques éléments importants que nous allons relever. Premier élément, c'est l'activité bêta. On se rend compte que le bisoprolol est pratiquement 20 fois plus une affinité, n'est-ce pas, bêta 1 cardiosélectif par rapport, n'est-ce pas, à l'athénolol. Donc, en fait, ça lui confère, n'est-ce pas, une particularité qui est tout à fait importante. Deuxièmement, on peut noter sur cette étude un bon contrôle des 24 heures de l'efficacité du bêta-bloquol, du bisoprolol, n'est-ce pas, dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, que ce soit sur la pression artérielle systolique que sur la pression artérielle diastolique. On peut même voir aussi cette efficacité comparée dans cette étude de GERNS au cabinet, chez les patients en cabinet, où on compare l'efficacité du bisoprolol avec les autres antihypertenseurs, comme de l'osartan, l'amlodipine ainsi que l'hydrochlorothiazide. On donne, n'est-ce pas, un effet efficace, n'est-ce pas, du bisoprolol sur la pression artérielle systolique comme sur la pression artérielle diastolique. Et même quand on fait un contrôle sur la mesure de la pression artérielle de 24 heures, l'efficacité, n'est-ce pas, ne baisse pas. Et on a voulu aussi comparer un peu le bisoprolol à un autre bêta-bloquant de dernière génération, notamment le nebivolol. On se rend compte qu'il y a également une superposition des courbes en termes d'efficacité, n'est-ce pas, de baisse des chiffres tensionnels, et que vraiment la différence serait vraiment très faible, 92% pour le nebivolol versus 89% pour le bisoprolol. Et même chez les patients qui sont fumeurs, on se rend compte qu'on a un bon effet du bisoprolol, n'est-ce pas, dans le contrôle de la pression artérielle. Et ici, de temps nous presse, même chez les patients qui souffrent de bronchopneumopathie chronique obstructive, n'est-ce pas, l'utilisation de bisoprolol n'a pas provoqué plus d'effets secondaires que cela. Le bisoprolol aussi se présente comme dans un médicament qu'on peut utiliser chez les patients qui souffrent de BPCO, n'est-ce pas, et même des patients coronariens souffrant de BPCO. Concernant les effets secondaires, on se rend compte aussi que le bisoprolol a des effets minimes ou très faibles sur les lipides ainsi que sur la glycémie. D'abord, à court terme, ce qui est l'étude qu'on a comparé un peu l'utilisation du bisoprolol sur 2 à 3 semaines maximum, en comparant, on se rend compte qu'il n'y avait pas du tout d'effet sur la modification du cholestérol total, sur les triglycérides ainsi que la glycémie, et même sur l'hémoglobine glyquée. Et quand on a fait un contrôle, n'est-ce pas, sur le long terme, sur le long cours, on se rend compte qu'effectivement encore, le bisoprolol n'avait vraiment pas d'effet sur la modification du profil lipidique des patients. Nous sommes en train de conclure, Monsieur le Président, pour dire que quand on fait le choix des médicaments antihypertenseurs et même le choix d'un bêta-bloquant, on se pose des questions simples. Est-ce que ce médicament que je vais donner est efficace? Est-ce que ce médicament va entraîner le moins d'effets secondaires possible chez mon patient? Est-ce que ce médicament répond à des indications préférentielles selon les recommandations internationales? Est-ce que je peux donner ça une fois par jour à mon patient? Est-ce qu'il a une bonne couverture de 24 heures, une bonne durée d'action? Est-ce que le coût est accessible? Est-ce que ce médicament est disponible? Pour répondre à cela, nous pouvons dire que le bisoprolol aujourd'hui apparaît comme un médicament qui peut répondre à toutes ces questions et qui est fortement indiqué dans le cas de l'hypertension artérielle non compliquée chez les sujets jeunes, chez les terrains d'anxiété et de tachycardie, chez les hypertendus avec une pression artérielle diastolique, chez les hypertendus obèses et chez les patients aussi qui souffrent d'une hypertension artérielle résistante. Le bisoprolol peut entrer dans une stratégie thérapeutique. Chez les patients maintenant qui ont fait une complication, notamment une cardiopathie, en post-IDM et chez le coronarien, c'est recommandé, on l'a vu. En cas d'insuffisance cardiaque, en cas de fibrillation auriculaire, en cas d'hypertension et maladie rénale, c'est également recommandé. Au total, Monsieur le Président, les bêta-bloqueurs, les bloqueurs bêta-adrénergiques ont une longue histoire d'agents de première ligne dans le traitement de l'hypertension artérielle. On a vu que les premiers travaux remontaient à 1965. Ils constituent, n'est-ce pas, le pilier de traitement des cardiopathies ischémiques, de l'insuffisance cardiaque, des maladies coronariennes et des arythmies. Leur importance dans ces indications est convaincante et ça ne souffre d'aucun doute. L'efficacité, n'est-ce pas, et la pertinence des bêta-bloquants dans le traitement de l'hypertension non compliquée ont été mises en doute car les agents traditionnels ont été jugés, n'est-ce pas, incomparables avec les médicaments d'autres classes en termes de protection cardiovasculaire. Mais il a été démontré que les agents cardiosélectifs tels que le bisoprolol étaient aussi efficaces dans l'hypertension artérielle et dans la prise en charge du continuum cardiovasculaire et que ces classes de médicaments sont disponibles et accessibles. Leur utilisation dans le traitement de l'hypertension artérielle devrait donc continuer. Le bisoprolol a des propriétés hémodynamiques et une cardiosélectivité favorable
un meilleur profil d'effets secondaires et une efficacité améliorée dans le traitement de l'hypertension artérielle non compliquée. Ainsi donc, de ce fait, le bisoprolol devrait rester une option fiable de première ligne en traitement de l'hypertension artérielle. Et enfin, les dernières recommandations de l'ESCESH sur la prise en charge de l'hypertension artérielle justifient bien de l'intérêt des bêta-bloquants cardio-sélectifs. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes chers congressistes, si vous m'écoutez, merci de rapporter fidèlement que finalement, les bêta-bloquants ne sont pas les mêmes, et sur ce, je vous remercie.